Je me rappelle qu'une fois, j'étais avec ma mère en place Chanou, à Aoste, la place ici, et il y avait les journalistes du téléjournal régional et qu'ils me demandent à ma mère, voilà, ils demandaient aux enfants quels étaient leur travail idéal, quoi. Et moi, je lui ai répondu que j'aimerais bien être à la retraite comme mon grand-parent, parce qu'ils étaient à la maison, ils faisaient ce qu'ils voulaient et ils avaient de l'argent à la fin de chaque mois. Et le fait de ne pas être contraint à la discipline du travail, de devoir faire quelque chose forcément qui était imposé par des autres, et la possibilité de faire par contre ce que je voulais vraiment, ça m'a toujours beaucoup inspiré. Mais il y avait d'un côté, si tu veux, cet horizon-là qui te vient toujours poser comme le cheminement que chacun d'entre nous, bon gré ou mal gré, c'est-à-dire que tu veux ou que tu ne le veux pas, tu seras obligé à le faire, avoir des contraintes, gagner sa vie, gagner de l'argent pour pouvoir avoir une maison, pour pouvoir avoir une voiture, pour pouvoir faire une famille et tout. Et de l'autre côté, je voyais un petit peu comme une sorte de mythe, de miracle, les footballeurs, les joueurs de foot, qu'ils faisaient ça, ce qu'ils aimaient véritablement dès qu'ils étaient enfants, comme boulot, comme travail. Je crois que oui, un des premiers souvenirs que j'avais, je crois, à peu près 5 ans. Et j'étais jusqu'ici en bas de chez moi dans le pré et je voyais là-bas à 100 mètres qu'il y avait Michel Pellissier, Henri Perron et Roger Bouillat qui jouaient au foot là-bas, ils ont 2-3 ans plus que moi et j'avais pas mal envie d'aller jouer avec eux. Mais j'étais là avec mon ballon un peu tout seul jusqu'à quand, je ne me rappelle plus bien qui, peut-être que c'était mon grand-père, il m'avait dit d'aller, de leur demander. Et comme ça j'ai fait et je suis allé, j'ai traversé la rue, je suis allé jusque là-bas dans la cour de la grand-mère de Henri. Et de là, c'est tout ça parti. Ici, dans les années 90, il y avait une toute petite usine, une toute petite entreprise qui travaillait de l'acier. Et alors, on est allé demander s'ils pouvaient nous faire une porte de foot avec les 3 poteaux. Et on l'a mis ici dans le pré face à la maison de mes parents. Et alors ici, c'était devenu un petit peu le point de recueil. C'est-à-dire qu'il y avait tous les enfants du village, même 15 ou 20, chaque soir, que de 8h jusqu'à 10h, venaient jouer au foot là derrière pendant tout l'été ou quand il y avait les vacances. Et c'était assez marrant, c'était assez sympa. J'ai commencé en 91 le foot dans l'équipe ici du village, c'était le Fénousme. Après 3-4 années, on a commencé à fusionner avec l'équipe de Châtillon-Saint-Vincent. Il y avait toujours eu pour moi ce double côté d'amusement, mais aussi un petit peu du rêve, presque de l'engagement, de l'implication, même aussi sérieuse dans le divertissement du foot. C'était un point d'observation de la part du Turin. Et alors il y avait les entraîneurs, les observateurs du Turin qui venaient ici à faire des stages pendant l'été ou à faire des observations pendant l'année. On allait de temps en temps à faire des entraînements à Turin, avec le Turin, et ça déjà à l'âge de 8, 9, 10 ans. Donc ça nous permettait d'aller faire des tournois de foot pendant des week-ends ou des longs week-ends un peu partout en Italie et même à l'étranger. Ça nous permettait de rencontrer aussi des gens qui venaient un peu de toute Europe et surtout on jouait contre des équipes professionnelles. De l'autre côté, c'est vrai aussi que le foot, quand on commence à le faire à 16, 17, 18 ans, ça devient aussi forcément de plus en plus engageant et disciplinaire aussi. Après, il y avait aussi ce problème-là, c'est que j'ai toujours été plus petit de constitution par rapport
à mes copains ou aux enfants, aux adolescents de mon âge. Et là, on était dans les années 90, c'est-à-dire dans une période de transformation aussi du foot qui était en train de devenir de plus en plus athlétique. C'est un des souvenirs qui sont assez frais encore dans mon mémoire. C'est le fait que chaque fois qu'ils venaient, les observateurs du Turin, ou qu'on allait à Turin à faire les entraînements, ils nous mesuraient la hauteur, ils prenaient notre poids et ils mesuraient aussi le périmètre ici. Et ils me disaient toujours que j'étais trop léger, trop petit et surtout que j'aurais jamais eu le physique nécessaire pour pouvoir jouer, surtout la constitution parce que j'ai toujours été trop maigre, pas assez costaud. Il devenait soit pour des causes objectives, soit pour un manque subjectif d'attraction, qu'il perdait cette centralité que jusque-là il avait véritablement joué dans ma vie. Jusqu'au jour où je me suis cassé la cheville, j'avais 16 ans et demi. Et là, ça a été aussi un moment d'interruption qui est tombé en concomitance avec la rencontre d'un côté avec des copines, des camarades du lycée qui étaient politiquement engagés et qui surtout ils avaient une attitude, une propension très rebelle vis-à-vis de l'école, vis-à-vis de la famille, tandis que moi, jusque-là, j'avais quand même été un petit peu un bon gars, quoi. Et avec aussi la rencontre d'un prof que là, il a joué un rôle un petit peu déterminant dans ma vie, qui m'a fait découvrir une certaine manière de faire la philosophie. Et là, je me suis mis à lire comme ce prof de philosophie nous avait cité 1984 de Orwell. Et ça m'a immédiatement passionné, qui m'a immédiatement pris. Et que voilà, quand on est à 16 ans, dans une phase de passage, de rébellion à l'égard des parents, de la famille, des institutions, de l'école, etc. La lecture de ce bouquin-là, ça a à nouveau aidé à directionner, si tu veux, la trajectoire ou le parcours de ma vie dans cette autre direction qui, après, j'ai complètement assumé dans les années à venir, au fur et à mesure. Il y a aussi encore un moment, si je dois remonter un petit peu dans les souvenirs qui cristallise un petit peu ce passage, et c'était en 2001, à 16 ans. Moi, je me rappelle que j'étais ici dans la cour, comme d'habitude c'était un après-midi, je jouais au foot, toute seule cet après-midi, et je suis monté parce qu'il y avait des tantes qui étaient ici à me rendre visite, et il y avait la télé allumée, et c'était en plein juillet, donc quand il y avait les fêtes de Gênes. Je me suis senti un peu comme un petit con. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis ici à jouer au foot, au soleil, dans cette belle région, quand à 2 heures d'ici, il est en train de se passer des événements historiques. Con le bandiere rosse e nere degli anarchici, i manifestanti che avevano cominciato a lanciare un po' di roba non hanno lanciato stampi e trini, hanno lanciato solo bottiglie d'acqua e mele, dopodiché c'è stata una... Et là, je me suis trouvé face à une première bifurcation. J'étais sûr que je voulais faire de la philosophie, même si je savais que ce n'était pas des études qui après elles te garantissent du travail, de l'argent, une carrière
ces terrains. Mais j'étais animé par cette pulsion très forte de faire ce type des études-là. Et de l'autre côté, je ne savais pas trop bien ce qu'il allait faire à Bologne ou à Turin. Au final, j'ai choisi pour Turin parce que ça me permettait d'aller dans une ville, de faire les études, de faire ce type d'études-là dans un département que malgré tout n'était pas si mal que ça. Et de l'autre côté, j'avais ce rapport qu'ils ont beaucoup d'universitaires en Valdôtain qui est un rapport encore presque maternel. Ça me semble, je ne sais même pas trop comment le définir, c'est un rapport, encore de fils du village. J'ai quand même toujours eu un attachement assez viscéral, plus qu'à ces lieux, à toute une série d'amitiés avec lesquelles j'avais vraiment grandi ensemble. Martha, qu'entre-temps on était devenus amis. Martha, Viola notamment, mais pas seulement, aussi Marco Chenevier qui maintenant lui aussi est à Paris. On ne détache jamais le cordon, au moins à l'époque, parce qu'après je l'ai fait ensuite, ce cordon ombilical vis-à-vis de la Valdoste. Et ça c'est, comment dirais-je, il a pesé aussi sur la manière à travers laquelle j'ai vécu la ville de Turin. C'est-à-dire que quand même, Turin, ce n'est pas une ville que j'ai véritablement traversée. Turin, c'était un petit peu un lieu de boulot, un lieu de travail. C'est-à-dire que là, oui, je partais le dimanche soir jusqu'au vendredi. Et là, j'y allais pour la bibliothèque, pour l'université, pour les cours. Bien sûr, je sortais le soir et tout. Mais aussi avec beaucoup d'amitiés valdôtaines. C'était ce milieu-là qui est aussi un peu morbide, un peu, je dirais pas pathologique, mais quand même, il y a des côtés qu'il me laisse maintenant, pour le dire d'une manière très douce, perplexe. Je suis grandi quand même avec le fait d'avoir des gros privilèges. Quand je rentre ici, j'aime beaucoup sortir sans un rendez-vous et aller dans le premier coin ici de village et me mettre au comptoir, trouver quelqu'un avec lequel passer une heure. Mais au bout d'un moment, c'était aussi une des choses pour lesquelles j'en avais vraiment marre aussi de ce coin-là. Et après la 4e année d'université, que je vivais de cette manière, j'ai décidé qu'il fallait vraiment couper d'une manière un petit peu plus radicale les ponts avec cette situation. Et je suis parti en Allemagne et je suis allé faire l'Erasmus en Allemagne. Ça passe cette année d'Erasmus et je rentre à Turin. J'y rentre avec Martha parce qu'elle aussi, elle avait fait son Erasmus à Paris. Donc quand je vivais en Allemagne, j'allais assez souvent aussi à Paris parce que Martha faisait son Erasmus là-bas. Et on décide de rentrer tous les deux à Turin. De toute façon, on a eu, après cette année à Turin, une année encore, 10 mois de transition, c'est-à-dire que Martha est partie, elle est allée à Lyon pour une période d'études là-bas. Et moi, j'ai décidé de venir ici entre novembre 2010 et juin 2011 pour faire des petits boulots, pour aider les jeunes étudiants à faire les devoirs, pour faire des traductions, pour écrire aussi quelques articles et des projets de recherche. Et après, au final, pendant l'été, on a décidé de partir ensemble, de partir vers Paris.
C'era quindi questa voglia di partire a Parigi, andare in una metropoli globale quale Parigi è. Avevo però provato prima a Torino e a Pisa. A Torino subito qualche giorno dopo la discussione della laurea c'era il concorso per le borse dottorali e non ho avuto il posto. Dopo qualche mese l'ho provato alla Scuola Normale di Pisa e sono stato il primo dagli esclusi dalla prova orale. Parigi, insieme in parte a Berlino, a Londra e a New York, per quanto riguarda la ricerca universitaria, perlomeno nelle discipline sociali, di scienze sociali e umanistiche, rimane un polo d'attrazione unico al mondo. È uno dei 5 o 6 centri di gravità del mondo e del capitalismo occidentale. Sono arrivato su che avevo appuntamento con un prof, con quello che poi è diventato il mio direttore di tesi, perché io sono andato su per fare una tesi di dottorato, quindi sono 3-4 anni nel mio caso di attività di ricerca stipendiate, non è un contratto di lavoro, però è un assegno e quindi insomma che mi ha permesso di vivere del lavoro, dell'attività che facevo. Avevo elaborato un progetto di ricerca sul denaro, quindi la teoria del denaro, dei fenomeni monetari. In Italia, per come la presentavo, non andava bene perché non era abbastanza storia del pensiero, storia della filosofia. Là così sono arrivato e la prima cosa che Stefan mi ha detto è: uno, è troppo ed è solo filosofica, se ti occupi di denaro, di moneta, di finanziarizzazione, di crisi, ci vuole della sociologia, ci vuole della storia, ci vuole della scienza politica, ci vuole dell'economia politica. Due, bene tutto, bene avere un radicamento in quanto grossi autori hanno fatto nei secoli e nei decenni passati, ma siamo nel 2011, siamo in piena crisi, parlami del presente. Se l'università italiana è un po' paludata, per dirla in modo gentile, nel rinvangare in continuazione, nel fare le glosse dei grossi autori, che per carità ha anche la sua importanza, però perlomeno per me non era un'esigenza pressante, soprattutto occupandomi di filosofia politica, sociale ed economica, lì mi hanno subito detto: no, ma occupati di queste questioni di bruciante attualità ed occupatene, ma questo qua è la specificità di Nanterre e del Sophieux Paul, in prospettiva critica. L'altro, questo si è verificato qualche mese dopo, scadeva un quinquennio di assi della ricerca, bisognava ridiscutere collettivamente in seno a tutto il laboratorio, quindi dottorandi, 28enni, 30enni, postdoc, giovani ricercatori, 30-35 anni, i vari professori, quindi con i 2 gradi, in Francia la gerarchia professorale bipartita, in italiano tripartita, e professori emeriti, e lì ci sono persone di rango veramente internazionale. Ci trovavamo a discutere attorno a una tavola rotonda e ognuno a dire la sua e a alzare tutti la mano per votare. Quando c'hai 45-50 anni nell'università italiana sei un giovinastro che non conta nulla e che non deve avere il diritto di parola, in tanti casi, non sempre. Da così il fatto che ognuno dicesse la sua in maniera assolutamente orizzontale, tutti seduti attorno allo stesso tavolo, e che si votasse e che il voto contasse 1-1, era anche un altro sintomo di diversità. Io comincio a frequentare il laboratorio dell'Università di Nanterre, il Sophieux Paul, fino a quando non trovo una borsa del Fondo Sociale Europeo, gestita dalla regione Valle d'Aosta, per le attività di specializzazione dei giovani ricercatori. Mi sono perciò iscritto con questa borsa qua e ho cominciato immediatamente a lavorare al progetto di ricerca che avevo concordato con lui.
Avendo poi avuto negli anni comunque sia un buon rapporto con il mio professore di Torino, con cui mi ero laureato in triennale in specialistica, ho deciso di attivare la coatutela, però ho fatto una coatutela Francia-Italia, non Italia-Francia, come fanno chiaramente la maggior parte dei dottorandi italiani. In Francia avevano fino a un paio di anni fa questa abitudine di fare dei thèse monstre, come le chiamano loro, di 700-800 pagine. E io, la prima cosa che mi ha detto il prof quando sono arrivato su, mi fa: Bona, da te, a partire da quest'annata, vorrei delle tesi, concordiamo delle tesi più agili, quindi sulle 300-350 pagine. Adesso è al vaglio di uno o più editori per farne poi dopo un libro, e non dovrebbero essere degli editori universitari, quindi degli editori che tirano anche un maggior numero di copie. La mia tesi è incentrata sulle relazioni tra denaro e capitalismo. Il titolo è Argent et capitalisme. Il denaro è uno degli elementi cardine del sistema sociale. Cerco di esplorarle in perlomeno 3 direzioni, o fornire 3 ricostruzioni o 3 declinazioni diverse di questo tipo di legame qua così. Prima è affrontando 3 grossi classici della storia del pensiero sociale, più in generale del pensiero monetario, più in particolare, Marx, Simmel e Keynes. Cerco attraverso questi 3 autori qua di mostrare in che senso il denaro e la moneta sono delle chiavi di volta, dei punti cardine del sistema sociale, e in che modo aiutano a riprodurre i rapporti sociali vigenti. La seconda parte, appunto, non è più storia del pensiero, ma invece è un corpo a corpo critico con lo sviluppo capitalistico più recente, ossia primo sul reddito sociale garantito, ossia su questa proposta che da diversi decenni ormai sta pian piano cominciando a prendere piede, ossia il fatto che venga garantito a ognuno, indipendentemente da chi sia e da cosa faccia, una quantità di denaro pari più o meno alla metà della soglia di povertà, quindi in Italia potrebbe essere 600-700 euro al mese messi nelle tasche di chiunque, come politica sociale, come politica redistributiva all'altezza delle sfide del presente. E l'altra questione, oltre al reddito sociale garantito, sono le monete parallele, le monete complementari. E vado là così, insomma, ad analizzare un po' le differenti sperimentazioni che anche lì, più o meno a partire dalla crisi, stanno man mano acquisendo maggiore importanza, non soltanto in Francia, in particolare nei Paesi Baschi, o in Spagna, in Catalogna, o nel sud della Germania, in Inghilterra, ma che anche in Italia pian piano, molto lentamente rispetto a questi altri contesti, stanno salendo un po' alla luce della ribalta. Per quanto riguarda la mia vita biografica, adesso che ho 30 anni e che si è chiuso questo primo percorso di ricerca, se posso scegliere, continuerei questa vita qua, perché è quella che trovo più gratificante, nella quale mi sento più realizzato, più stimolante. È una vita che, pur appunto lavorando anche tanto, perché magari si lavora 8-10 ore, 12 ore al giorno, sabati e domeniche, sono completamente autogestito, sono completamente autonomo, devo fare una mole di lavoro, ogni tot devo farla al meglio, ma la faccio un po' quando, come, dove mi pare, e questo per me è impagabile.